Bonsoir. Voilà, alors on va commencer par une présentation de Mohamed Taoufik. Alors Mohamed Taoufik, tu es né à Oran en 1975. Adolescent déjà, tu as alterné scolarité et débrouillardise, à savoir marchand à la sauvette et autres petits boulots, pour subvenir aux besoins de ta famille. Ton père, journaliste, a dû fuir pour vous protéger suite à des menaces de mort et des tentatives d'assassinat. D'ailleurs, tous les membres de ta famille étaient inscrits dans la liste noire du GIA. En 1999, tu quittes Oran, où tu as étudié la psychologie, pour continuer des sciences de l'éducation à Toulouse. Étudiant sans papier dans un premier temps, la précarité continue. Animateur, vendeur aux puces, pigiste, sans jamais oublier tes engagements, à savoir la lutte pour les plus démunis et la mémoire contre l'oubli. Voilà, alors aujourd'hui, Mohamed Taoufik nous vient avec cette nouvelle, Une vie sous le terrorisme. C'est une nouvelle éditée par l'Association pour l'art et l'expression libre, écrite dans une langue vivante, pleine d'humour et de poésie, malgré la tragédie narrée. Il s'agit de la vie quotidienne durant les années 90, décennie sombre algérienne, et surtout une mise en lumière de la violence faite aux femmes, à travers le regard d'une jeune fille, Amel, habitante de la cité Sardina, cité d'un quartier populaire d'Oran, ville de l'ouest algérien. Donc Oran, c'est une ville qui représente le lion dans une forêt où il a le droit de faire tout ce qu'il veut. C'est une ville qui fait peur aussi. C'est une ville qui fait peur par son ouverture. C'est une ville qui était espagnole avant d'être française. C'est une ville durant toute l'histoire d'Oran, c'est une ville qui tout le temps était européenne. Il y a une certaine époque dont j'en parle dans mon livre où le nombre des Européens dépassait même le nombre des musulmans. Donc ça reste un peu la ville où les Algériens se rendaient, où se trouvaient ce qu'ils cherchaient, notamment dans les années 90. Quand c'était trop dur dans les autres villes, on disait ouais, il faut aller à Oran. Et aussi, c'est la ville du rail aussi, Oran. Ah, ça, j'allais venir sur... le rail à Oran, historiquement, il est venu d'abord de Bel Abbas, quand on connaît les anciens groupes. Mais à Oran, le rail, c'est pas seulement une chanson, c'est un style. Aujourd'hui, si vous prenez les groupes du hip-hop à Oran, les jeunes, ils ne peuvent pas faire du hip-hop, du rap tout seul s'il n'est pas accompagné par du rail. Donc c'était à une période des années 70 dont je parle de Khaled dans mon livre, parce que j'ai grandi, peut-être j'ai eu la chance de grandir dans le quartier où il habitait. Et c'est vrai que ça fait quelque chose qui reste typiquement à Oran, cet esprit de la fête, de l'ambiance. Des mariages typiquement oranais avec la trompette, le saxo et la percussion. Et c'est aussi une ville où le rail permettait aux gens de s'exprimer. On parlait d'amour dans un contexte où c'était je vais dire pas légal, mais c'était pas facile de parler d'amour ouvertement. Khaled, c'était à travers ses chansons, c'était le porte-parole des amoureux. Déjà, il est dit lui-même qui chantait pour l'amour et le vin. Donc historiquement, ça nous a donné une histoire, et ça nous a donné aussi une langue qui est dans un style musical qui est l'oreille. Et donc
Alors pour en venir tout de suite au quartier Sardina, ce quartier populaire, cette cité de quartier populaire d'Oran, où justement il y avait cette envie de vivre, cette ambiance de rail, ce style rail, et donc ouais, si tu peux nous toucher deux mots sur ce quartier, sur cette cité Sardina. Pourquoi Sardina d'abord? Sardina, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un bâtiment qui a été construit par les colons. Pour les Arabes à cette époque, il était construit en 1956. Et Sardina, parce que juste à côté, il y avait une usine de sardines, que l'OS d'ailleurs, elle avait brûlé en 1961. Et ce bâtiment, en fait, moi, à chaque fois que je me levais le matin, à 10 h, il y avait du rail partout. Hein. C'était l'heure de ménage. Hein, et les femmes, quand elles faisaient le ménage, il y avait les fenêtres qui étaient ouvertes et on entendait des rails partout, hein, presque tous les appartements du côté du rail. Et il est rentré dans une cité en ce moment où ça commençait on commençait un peu à voir que nous étions menacés à travers cette musique. Parce que quand je parle du changement qui est arrivé dans le bâtiment à travers la chanson, c'est que le premier truc qui était arrivé, c'est qu'on n'entendait plus, petit à petit, on n'entendait plus ces chansons sortir des appartements qu'on avait l'habitude d'entendre un peu. Donc à travers cette musique, à travers ce style, on a commencé un peu à étouffer cette musique, ces paroles qui donnaient la joie aux gens. Il y a une époque où les mariages, on les célébrait plus de la même façon dans la cité Sardina. Il y a eu toujours, moi je dirais que à travers le rail à Oran, ça nous a permis de résister. Moi je dis dans le livre que c'est vrai, il y a eu toujours la joie de vivre, mais dans cette cité, elle est désespérante. Elle est désespérante parce que quand vous rencontrez les gens, on sent qu'ils ont envie de faire plein de choses, ils ont envie d'avancer. Mais dans ce bâtiment spécialement, en fait, c'était une lutte. Voilà, c'était comme une guerre parce qu'il fallait se battre tous les jours. Et pour des choses que, avec le recul aujourd'hui, quand je vis en France, ça me fait un peu rire parce que des trucs pour lesquels je me battais, ben là, en fait, c'est même pas une question de ne pas les... C'est acquis. Moi, il y a une époque à Sardina, l'eau, il arrivait à 4 h du matin, il s'arrêtait à 8 h du matin. C'est quotidien. En fait, il arrivait une fois tous les 4 jours, il restait 4 heures. Et, sur une tour. C'est la difficulté. Mais pour revenir à ton livre, comment elle est venue cette idée de narrer la vie quotidienne dans ce quartier Sardina où tu as grandi, à travers cette jeune fille, Amel? Peut-être parce que j'étais entouré pas mal de personnes, notamment dans ma famille, où ces personnes se plaignaient en permanence. Et ces personnes, ils savaient que c'était des femmes. Donc, j'ai vu des changements. Moi, dans le quartier, par exemple, il y avait une fille, une voisine qui sortait avec une djellaba. Une fois qu'elle s'éloigne du quartier, ben, elle enlevait le djellaba, elle la mettait dans le sac, elle avait cette tenue. Il y avait aussi le rapport du frère à la sœur, hein, dans la même famille, dans le même... Et je me suis dit, en fait, peut-être que c'est une façon, non pas pour parler de la femme, parce que je ne pense pas qu'elle a besoin d'un homme pour qu'elle s'exprime, mais c'est plus se mettre dans la peau d'une femme pour parler aux hommes, hein, pour dire en fait, ce qu'on ne voit pas. Hein, c'est comme si vous regardez votre vie dans un film, voilà, ce que vous êtes en train de vivre, et ça vous permet de prendre un recul. Donc c'est pour ça que j'avais choisi Amel, parce que c'est un prénom en fait qui veut dire l'espoir en langue arabe. Espoir. Donc c'est pour ça que je choisis. Donc Amel vit dans un petit appartement de Sardina avec sa famille, son père, sa mère, sa sœur et ses 2 frères. Ils sont à 6 dans un petit appartement. Et tu le racontes bien un moment dans le livre avec ses voisins aussi, où on entend éternuer les voisins. En fait, j'essaie de raconter, à vrai dire, trouver une façon de raconter le malheur dans la joie.
Donc on avait pensé à une petite lecture et Valentine, si tu pouvais nous lire les quelques passages. Ça commence par un portrait du père, mais d'ailleurs tu l'as déjà évoqué. Mon père était devenu un homme irascible depuis qu'il avait pris sa retraite, car il n'appréciait guère les moments de vide. Il ne savait pas quoi faire de son temps ni de ses mains et ne voulait pas les transformer en caresses. Personne ne supportait son mauvais caractère. On aurait préféré qu'il n'ait plus de caractère du tout plutôt que ce caractère-là. À la maison, il n'entendait pas. Il n'écoutait ni ce qu'on lui disait, ni ce qu'on disait aux autres. Il s'obstinait à n'en faire qu'à sa tête. Et pour lui, tout ce qui n'était pas obligatoire était interdit. Mon père, lui, lorsque ma mère ne faisait pas ce qu'il voulait, il l'emmerdait. Et quand elle faisait ce qu'il voulait, c'est lui qui s'emmerdait. Il avait changé depuis sa retraite. Il ne parlait plus que pour donner des ordres. Ma mère, elle, n'avait rien connu de tout cela. Elle était entrée dans la partie sans aucune préparation. Elle avait découvert l'amour par le mariage. On se marie et ensuite on s'aime. Je n'avais toujours pas compris comment mon père s'y prenait pour montrer à ma mère qu'il l'aimait. Il ne lui avait jamais dit, en tout cas jamais devant nous. Il ne lui avait jamais offert un cadeau, jamais de rose. Il n'était jamais allé au restaurant. Mon père disait que s'il était marié, c'était quand même pas pour rien. C'était à sa femme de faire à manger. À quoi bon aller au restaurant? Oui, c'est quelques passages qui nous donnent un aperçu un peu de la relation homme-femme et qui vont empirer avec l'avènement du fils. Tout à fait, ouais. C'est que la vie quotidienne va devenir résistance. C'est ça, c'est que dans la Sardine, on a vu les gens changer hein, du jour au lendemain. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, c'était un changement radical. C'est que les premiers qui étaient montrés de doigts, c'était les femmes qui tenaient les salons de coiffure dans le quartier. Il ne fallait pas qu'elles continuent à travailler. Et c'était aussi que je parle aussi de changement vestimentaire. Parce que moi, j'en parle d'une époque où j'étais ado. Donc j'ai plein de potes qui malheureusement sont devenus terroristes. Et quand ils étaient abattus par la suite. Et qu'ils s'habillaient voilà, comme monsieur et madame tout le monde, à l'époque même les filles, parce que ça avait changé d'un coup. Et du coup on se retrouvait avec des gens qui s'habillaient ils portaient des ensembles afghans à l'époque. Et les filles dans le quartier, c'était la première fois où on voyait des cortèges de filles qui portaient le voile. Hein. On a toujours grandi avec des femmes qui portaient le voile. Pas, dans la Sardine, elles n'étaient pas nombreuses. Mais que du jour au lendemain, en fait, ça commençait vraiment à changer. Et du coup, de la vie de l'autre côté, en fait, des gens qui se sentaient menacés aussi, certains commençaient à partir et certains commençaient à rentrer en résistance aussi. Au début, c'était une résistance douce. Parce que quand ça a commencé, les gens ils disaient, voilà, je ne suis pas flic, je ne suis pas militaire, je ne suis pas journaliste, donc il y a peu de chances que je meure ou que les terroristes peuvent m'atteindre. Et après, ça a commencé un peu à se généraliser. À partir du moment où les bombes explosaient dans les cafés, dans les marchés, bon, tout le monde savait que c'était tout le monde qui était menacé en même temps. Ce qui était terrible après, c'était comment continuer à vivre dans un contexte où justement il y a des bombes qui explosent, il y a des gens qui meurent, ça tire partout, ça n'a pas duré un mois ou deux, ça a duré 10 ans. Et moi quand je parle de la résistance, c'est au quotidien en fait. C'est comment les gens, dans un contexte de mort, où il y a du mort partout, on continue à faire des enfants, à les élever, à aller à l'école, à célébrer des mariages, hein, à continuer à aller à la plage, à continuer à passer des vacances, même si c'était vraiment pas des vacances. Une vie sous le terrorisme. Merci Toufik. Merci à toi.